Salut les futurs opticiens et futures opticiennes. Alors voici aujourd'hui la suite de la vidéo sur la correction du sujet de TSO 2021, partie A et B que j'avais fait il y a quelques semaines. Si tu ne l'as pas vu, tu peux bien évidemment te rattraper en cliquant juste en haut. Et sinon, avant de se plonger dans le magnifique monde de l'ETSO, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de t'abonner. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette partie C? Eh bien, on va étudier les champs dans tout le microscope. Pour simplifier un petit peu, eh ben, on a réduit l'objectif et l'oculaire à leurs plans principaux. C'est-à-dire que l'objectif, il est composé de plusieurs lentilles, l'oculaire aussi. Bah, nous, on a décidé de simplifier ça et on les représente simplement par leurs plans principaux. On t'explique que pour l'étude des champs, il y aura deux diaphragmes, un diaphragme D1 et un diaphragme D2 placés sur le dessin. Information super méga giga importante, le microscope il est réglé pour un hémétrope qui n'accommode pas. Ça veut dire que l'oculaire renvoie une image à l'infini. Et enfin, dernière information qu'il faut avoir pour l'étude des champs, c'est dans quel espace on va faire l'étude des champs. Bah ici, l'étude des champs s'effectuera dans l'espace intermédiaire entre l'objectif et l'oculaire. Donc voici ce qu'on a sur le dessin. On a un objectif représenté par ses plans principaux qui sont inversés et on a l'oculaire représenté par ses plans principaux mais qui ne sont pas inversés. On voit la position du premier diaphragme D1 et on voit la position du second diaphragme D2. Première question, complétez la chaîne des conjugués relatifs au plan objet AB centré sur l'axe. On nous disait dans la consigne que l'observateur était hémétrope et aussi qu'il n'accommodait pas. Donc ça nous donne une information très importante pour compléter la chaîne d'images. Hémétrope n'accommodant pas, ça nous permet de placer ici l'infini. L'infini pourquoi? Parce que le rémotum de l'observateur hémétrope est à l'infini. Donc l'oculaire renvoie une image à l'infini, confondue également avec le rémotum de l'observateur. Si côté image j'ai l'infini, forcément côté objet j'ai f, f de quoi? Je traverse l'oculaire, f hoc. Ensuite, crochet ou pas crochet? AB et tous ses conjugués sont entre crochets. Donc forcément, f hoc sera entre crochets et on aura l'infini entre crochets également. Et pour la position particulière de AB, alors théoriquement sur la chaîne d'image là, on ne peut pas mettre de position particulière. Mais si on considère que l'objectif et l'oculaire, ça constitue le microscope entier, on pourrait donc trouver une position particulière puisque côté image, j'ai l'infini, donc côté objet, théoriquement, j'ai f du microscope bien sûr. Ce que j'ai mis au crayon, c'est pas à mettre sur la feuille, c'est vraiment juste pour t'aider. Ensuite, question suivante, déterminer le plan des champs et le noter sur le dessin. Dans la consigne, on te disait que l'étude des champs se fait entre l'objectif et l'oculaire. Qu'est-ce que j'ai entre l'objectif et l'oculaire? J'ai f hoc, donc le plan des champs se trouvera sur f hoc. Quand je le trace, attention à la nature du plan des champs. Est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est virtuel? Ici, il est réel puisqu'il se situe bien entre l'objectif et l'oculaire. Une fois qu'on a fait la chaîne d'images, qu'on a placé le plan des champs, question qui suit, c'est est-ce qu'il y a besoin de conjuguer des diaphragmes ou pas? Alors là, ils ont été sympas, ils t'ont posé la question. Mais s'il n'y a pas la question, c'est à toi de te dire, est-ce que tous les diaphragmes ou montures de lentilles qui interviennent dans mon étude des champs appartiennent à mon espace d'étude, qui est ici l'espace intermédiaire entre l'objectif et l'oculaire. Occupons-nous de D1 en premier. D1, il est sur H-obj. H-obj, il appartient à l'espace objet et non à l'espace intermédiaire. Donc il va falloir que je conjugue, que je fasse passer D1 sur H-obj pour qu'il appartienne à l'espace intermédiaire entre objectif et oculaire. Pour le faire passer sur H'-obj, rien de plus simple, eh bien on fait des petits pointillés parallèles à l'axe optique. On va le faire aussi pour le bord inférieur et je peux nommer mon conjugué D'1. Le diaphragme D1 n'est plus à considérer dans notre étude des champs qui est dans l'espace intermédiaire, je peux l'oublier. Maintenant pour D2, même délire, il est sur H'-hoc. S'il est sur H'-hoc, ça veut dire que D2 appartient à l'espace image, c'est-à-dire après l'oculaire. Moi je veux que D2 soit dans mon espace où je fais mon étude des champs, l'espace intermédiaire.
entre objectif et oculaire. Donc je veux en fait qu'il se trouve sur H. Hoc. Je vais devoir aussi le conjuguer. J'oublie donc D2 et je vais travailler avec D'2 dans mon espace intermédiaire. Après avoir fait ça, dans la consigne, on me demandait de déterminer la pupille. Pour déterminer la pupille, je place ma règle au centre de mon plan des champs et je viens l'incliner, l'incliner, l'incliner jusqu'à ce qu'elle tape un diaphragme. Ce diaphragme qui est tapé en premier, ça sera la pupille. Je dois montrer au correcteur comment j'ai trouvé ma pupille, donc je fais un trait que je ne flèche pas car ce n'est pas un rayon et je montre que la pupille est vue sous un angle alpha mini. Je n'oublie pas de mettre que D'1 est ma pupille. Ensuite, question classique pour l'étude des champs, déterminer les bords inférieurs du champ de pleine lumière et du demi-champ total. Alors attention, j'insiste sur le bord inférieur parce que si tu me fais le bord sup, c'est vrai en soi, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. Pour déterminer le demi-champ de pleine lumière, on part d'un des bords de la pupille et on trace le rayon qui va traverser tout le système du microscope et qui va buter sur un autre diaphragme. Ça nous donne bien un point sur le plan des champs qui est en dessous de l'axe. Nous, on voulait le bord inf, donc c'est potentiellement notre PL. Mais attention, on n'en est pas totalement sûr tant qu'on n'a pas tracé un rayon de vérification qui est obligatoire. On part donc de notre potentiel PL et on va rejoindre le deuxième bord de la pupille, celui qu'on n'a pas utilisé. Et si on n'est pas stoppé par un diaphragme, c'est tout bon, c'est bien notre PL. Pour trouver le total, c'est pas très compliqué. Alors surtout que là on a deux diaphragmes, donc c'est encore plus simple. Mais de toute façon, le total, on s'appuie sur un bord du diaphragme de gauche, un bord du diaphragme de droite, et on vient trouver le point qui est le plus éloigné de l'axe optique. Donc ici, ça nous donne bord inf de D'1, bord inf de D'2. On a bien un point qui est plus éloigné que PL de l'axe optique, donc on a bien notre total. Question suivante, construire les conjugués de PL-obj dans tous les espaces optiques. Tracer le faisceau de pleine ouverture correspondant et traversant tout le microscope. Encore une fois, c'est assez sympa parce qu'ils auraient pu demander simplement de tracer le faisceau de pleine ouverture et c'est à toi de savoir qu'il faut déterminer obligatoirement tous les conjugués de PL-obj dans tous les espaces optiques pour pouvoir tracer le faisceau de pleine ouverture. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le faisceau de pleine ouverture ou de pleine lumière? C'est le faisceau qui couvre entièrement la pupille et qui correspond à un éclairement max, optimal de 100%. Alors déjà, première chose que tu peux faire pour t'aider, c'est refaire une petite chaîne d'images au crayon à papier pour t'aider de tous tes PL dans les différents espaces. Donc nous, on a PL obj entre objectif et oculaire. On l'a déjà trouvé et à l'aide du rayon de vérification, d'ailleurs, on a une partie de notre faisceau de pleine ouverture dans l'espace intermédiaire, ce qui est bien pratique. Dans la partie image de l'oculaire, j'aurai PL' et je vais aussi pouvoir placer PL dans mon espace objet avant l'objectif. Maintenant que j'ai fait ma petite chaîne d'images, c'est un peu plus simple de voir que c'est exactement comme dans un exercice de cours. PL' c'est mon image, je dois déterminer l'objet PL. Ou PL' c'est mon objet, je dois déterminer l'image PL'. Et pour les déterminer, on ne se casse pas la binette, c'est rayon particulier. On va commencer par le plus simple, on part de PL' qui est comme un objet et on va venir traverser l'oculaire pour trouver PL'. Donc pas de difficulté, les plans principaux ne sont pas inversés, je vais pouvoir trouver PL' direction infinie. Je vais utiliser les points nodaux puisque l'indice d'entrée est égal à l'indice de sortie, sachant que c'est un oculaire qui baigne dans l'air. Donc ça, je viens de le faire, ça, je l'ai déjà, donc j'ai plus qu'à m'occuper de mon PL. Donc pour le PL', un seul rayon suffisait puisque mon PL' était à l'infini. Là, je vais devoir utiliser au moins deux rayons particuliers. Je vais commencer par F donne l'infini, par exemple. Sauf qu'attention, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Là, PL obj, c'est une image. Donc, je vais devoir partir de PL obj et je vais suivre la direction de l'espace image qui me dit que c'est à l'infini. Je pars de mon image, je suis la direction infinie, mais attention, l'infini doit ressortir de H' obj.
Donc, je prolonge pointillé jusqu'à H', pointillé jusqu'à H'. Ensuite, ma chaîne d'image me dit que le rayon incident doit passer par F objectif. Donc, j'applique ma chaîne d'image à l'envers. Mon rayon émergent à la direction infinie jusqu'à H', pointillé jusqu'en H, et mon rayon incident passera par F en partant de H. On vérifie si c'est cohérent en repartant dans le bon sens. Le rayon arrive sur H obj, pointillé jusqu'en H' obj et ressort à l'infini. J'ai besoin d'un deuxième rayon particulier, ça sera l'infini donne F', F' obj. Attention, PL obj c'est comme une image, donc je pars de mon image PL obj et je vais suivre la direction de F' côté image. Et ensuite, côté objet, je suivrai la direction l'infini. On n'oublie pas au passage qu'un émergent, il sort toujours de H', donc je vais bien jusqu'à H' obj. Et j'obtiens mon PL au croisement des deux incidents. Et enfin, pour tracer le faisceau de pleine ouverture, au final, comme je te l'ai dit, on a déjà une partie qui est tracée dans l'espace intermédiaire quand on a déterminé la position de notre PL et qu'on a fait notre rayon de vérification. Mon faisceau dans l'espace intermédiaire s'arrête à H', donc je fais pointiller jusqu'à H' pour pouvoir déterminer la partie de mon faisceau dans l'espace image. Et mon faisceau y prendra la direction de PL' infini. Et pour mon faisceau dans la partie objet, donc mon faisceau intermédiaire s'arrête à H' obj, pointillé jusqu'à H obj, pour pouvoir avoir la partie du faisceau dans l'espace objet qui s'appuie sur PL. Et tadam! Un magnifique faisceau de futurs opticiens. On n'assure pas entre les plans principaux et sinon c'est fastoche, c'est que du coloriage. Et question qui peut être posée pendant l'étude des champs, on désire éliminer le champ de contour par un diaphragme de champ DC. Placez sur le dessin ce diaphragme en taille, nature et position. Alors déjà je suis perdue. Déjà, c'est quoi le champ de contour? C'est quoi le diaphragme de champ? On parle de quoi? Le champ de contour, c'est la zone qu'il y a entre le pleine lumière et le total. En fait, il faut comprendre que c'est dans cette zone qu'il y a de moins en moins d'éclairement. Et cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le vignettage. Le vignettage, c'était très à la mode passé une époque sur les photos de mettre un filtre vignettage où les bords étaient sombres, ils étaient un peu en dégradé noir. Et bien c'est ça, c'est qu'il y a de moins en moins d'éclairement passé le pleine lumière. Il est possible d'éliminer ce champ de contour en ajoutant un diaphragme. Ce diaphragme, on va le placer dans le plan d'un conjugué intermédiaire réel. Et ce diaphragme-là, il s'appellera diaphragme de champ. Donc, le diaphragme, on le place ni dans l'espace objet, ni dans l'espace image. Et son ouverture correspondra au PL. Et question suivante, dans le plan de l'objet du microscope est positionnée une mouche M à 1 mm au-dessus de l'axe optique. Placez ce point M sur le schéma et la mouche est-elle vue par l'observateur? Il faut justifier la réponse. Donc dans le plan de l'objet du microscope, au final, c'est dans le plan de AB, dans le plan de PL, dans le plan de FM. Donc dans ce plan-là, je sais qu'il va y avoir une mouche. Mais attention avant de te lancer bien de tête, parce qu'on te dit que la mouche, elle est 1 mm au-dessus de l'axe. Ok, mais tu as une échelle transversale et ne l'oublie pas. Donc là, on te dit en gros, dans la réalité, la mouche, elle se situe 1 mm au-dessus de l'axe. Donc il va falloir que tu fasses rentrer cette valeur-là dans le dessin. Pour la faire rentrer, pour appliquer l'échelle, on va prendre les 1 mm qu'on va multiplier par 10 sur 1. Tu peux aussi faire un produit en croix si tu trouves que c'est plus simple. Donc voilà, on peut placer notre point M qui correspond à notre mouche
Et dans la question, on nous demandait si la mouche était vue ou pas. Alors là, il faut se souvenir de la question précédente où on a placé un diaphragme de champ. Le diaphragme de champ, il limite les observations au champ de pleine lumière uniquement. C'est pour éliminer le champ de contour. Donc, si mon point M n'est pas dans mon faisceau de pleine lumière, au final, il ne sera pas vu. Tadam! La réponse que tu aurais pu mettre. Et question suivante, c'est la mécanique. Alors, quel mouvement doit-on effectuer pour changer d'objectif et suivant quel axe? Fasti fastoche, déjà première chose, on doit localiser les objectifs. Tu regardes 5A et B, c'est le doublé d'objectif, donc c'est bon, tu l'as localisé. Ou tu regardes dans la nomenclature pour savoir ça, ou alors tu le sais par utilisation fréquente du microscope. Ensuite, sachant que tu as tout le temps, toute ta vie utilisé un microscope, tu sais que pour changer d'objectif, on tourne cette espèce de zone où il y a les objectifs. Mais on les tourne suivant quel axe? Pour ça, tu regardes le schéma cinématique. On voit bien la représentation des différents objectifs. L'axe X' nous est noté, donc on peut dire qu'il y a une rotation d'axe X'. Question suivante, lors de ce changement d'objectif, l'image devient floue. Pour faire la netteté, on agit sur la molette de réglage, repère 25. Donner le mouvement du tube, repère 1, par rapport au sous-ensemble C. Si on transforme la question, en gros, c'est quand j'actionne cette molette de réglage 25 qu'on voit en rouge sur les schémas, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon tube par rapport au sous-ensemble C qui est en jaune? C'est assez visuel sur les schémas, on voit que sur le bouton 25, il y a un pignon, une roue dentée qui entraîne une crémaillère qui est fixée au tube. Il va donc y avoir une translation du tube. Et si je le compare au sous-ensemble C, il va y avoir une translation, donc un déplacement, selon l'axe X. Et maintenant, on passe à la partie D, utilisateur astigmate. L'utilisateur est astigmate de méridiens principaux 0 degré et 90 degrés. L'objectif est réduit à une lentille mince. L'oculaire est réduit à ses plans principaux. Et pour l'œil, il est réduit à ses éléments cardinaux. Donc ça, c'est top, c'est pratique pour nous. Mais on laisse quand même la face avant de la cornée S1 et la face arrière du cristallin S4. Mais en soi, on s'en fiche. Pour les rayons particuliers, on ne les utilisera pas. Donc au niveau de la chaîne d'image, qu'est-ce que ça donne? Notre utilisateur, qui utilise le microscope, est astigmate. Ça veut dire qu'on va avoir une chaîne d'image, un axe pour 90 degrés, et une chaîne d'image, un axe pour 0 degré. Tout ce qui va se passer avant mon œil, ça sera exactement pareil au niveau des rayons. L'objet sera au même endroit, l'image à travers l'objectif sera au même endroit, l'image à travers l'oculaire sera au même endroit. C'est simplement l'image au travers de mon œil qui aura une position différente puisque ne fait pas converger les rayons de la même façon suivant si on est à 90 degrés ou à 0 degré. Je reviens juste rapidement sur la représentation de l'œil. On a un dioptre sphérique, c'est la face avant de la cornée qui a été représentée. Et on a la face arrière du cristallin qui est aussi un dioptre sphérique, mais en soi, on ne va pas vraiment les utiliser. Il faut simplement savoir que ce qui est à l'intérieur, ça sera virtuel. Nous, on utilisera les plans principaux qui sont confondus. Première chose qu'on doit faire, construire tous les conjugués du point A à travers tout le système, dans les deux vues des méridiens principaux, c'est-à-dire à 90 et à 0 degré. En déduire les conjugués du point B, identifier la nature de chaque conjugué, réel, virtuel. Alors je vais passer un petit peu rapidement sur cette partie, mais n'hésite pas à me mettre tes questions en commentaire si tu en as.
Question suivante, tracez le faisceau issu de B est limité par la pupille d'entrée PE de l'œil. Donc la pupille d'entrée qui se trouve avant l'œil, en réel, elle sera diaphragme. Vous tracerez ce faisceau dans les deux méridiens principaux à travers le système microscope et œil. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Et voilà, maintenant qu'on a déterminé les conjugués, qu'on a tracé le faisceau, la question qui suit toujours, c'est déterminer en section de gauche la tâche de diffusion de ce faisceau sur la rétine. Cette tâche sera faite proprement
à main levée. Petite précision, la tâche de diffusion, il y a notre faisceau qui arrive sur la rétine. Ce qu'on a sur la rétine, c'est notre tâche de diffusion. Donc il va falloir tout bonnement représenter ce qui se passe à 90 degrés et à 0 degré sur notre petite section de gauche qui est à droite, bien sûr toujours. Première étape pour le dessin qui est à côté de ma section de gauche, je vais venir faire des lignes de rappel. Donc je pars du bas de mon faisceau, je fais une ligne de rappel et je pars du haut de mon faisceau sur ma rétine et je fais une ligne de rappel. En fait, ça va me créer le haut de ma boîte dans laquelle je vais faire mon faisceau. Ensuite, pour reporter les mesures du dessin qui est en bas, je vais imaginer que je pose ma main sur le dessin et que je la fais glisser sur ma vue de gauche. Donc si ton faisceau dans le dessin du bas, il est au-dessus de l'axe, donc du côté de mon petit doigt, quand je fais glisser mon dessin dans la vue de gauche, ça veut dire que mon faisceau sera du côté gauche. Ça permet de localiser la position de mon faisceau dans la vue de gauche. Je viens mesurer la distance que j'ai entre mon axe optique et le bas de mon faisceau sur ma rétine et je viens le reporter sur ma section de gauche en partant de mon axe optique et en reportant la valeur. Ça me permet de créer un des côtés de ma boîte où je vais créer mon faisceau astigmate. Je fais pareil en partant du bord supérieur de mon faisceau et je reporte ma mesure sur la section de gauche, je pars de mon axe optique et je crée le dernier côté de ma boîte. Je ferme ma boîte et je vais venir créer mon faisceau astigmate. Je viens diviser ma boîte en 4 parts et à main levée, je trace mon faisceau, je le hachure. Et enfin, dernière question qui est une question d'analyse. D'après la géométrie de cette tâche, remplissez le tableau. Le faisceau sur la section de gauche est d'une forme ronde, donc l'acuité est maximale pour cet œil. Peut-on améliorer celle-ci en modifiant les réglages actuels? Non, on ne peut pas puisque la forme est déjà ronde. Mais par contre, l'utilisateur peut mettre ses lunettes pour améliorer sa vision. Et voilà, nous avons enfin fini le sujet de 2021 de TSO. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commente si tu as des questions et partage au maximum parce que c'est vrai que les vidéos prennent énormément de temps et si ça peut aider encore plus de futurs opticiens, ça serait l'idéal. N'oublie pas aussi de t'abonner à Soutien BTSOL sur Instagram. Allez, bisous bisous les futurs opticiens!